ce chapitre, on va commencer par l'étude des conditions aux limites. En électromagnétisme, souvent, quand on résout des problèmes, on est confronté à l'étude des conditions aux limites, parce qu'on passe, les ondes électromagnétiques ne se propagent souvent d'un milieu à un autre. Donc, on va voir que certaines composantes du champ électromagnétique sont continues et d'autres composantes ne sont pas continues, et on va voir que ces discontinuités-là dépendent des grandeurs physiques telles la distribution de charge et la distribution de courant à l'interface entre un milieu et un autre. Donc ici, on va établir en fait les équations de passage, ou ce qu'on appelle aussi les relations de passage d'un milieu à un autre, des ondes électromagnétiques. Alors ceci est très important et très utile, entre autres choses, pour calculer les coefficients de Fresnel en amplitude. Je parle des coefficients de réflexion en amplitude et les coefficients de transmission en amplitude, ou les coefficients de réflexion et le coefficient de transmission, tout simplement. Alors on aura besoin de ces équations aussi en général quand on passe d'un milieu à un autre. Par exemple, quand on passe dans le cas du condensateur, entre autres, dans le cas des câbles coaxiaux, même dans le cas des antennes, etc. On a besoin de ces équations de passage. Allons-y. Donc, on va commencer par la composante tangentielle du champ électrique. E. Alors, ici, considérons une surface Alors, cette surface-là, ça peut être le grandissement d'une surface au voisinage d'un point, parce que les équations de continuité, ça concerne un point. Donc, c'est de part et d'autre, un point de part et d'autre de deux milieux différents. Alors, ici, c'est une région au voisinage d'un point, et ici agrandi. Alors, cette surface-là, c'est un plan, il apparaît comme un plan. Et donc, ce plan-là, c'est le note pi, c'est l'interface. C'est l'interface entre le milieu 1 et le milieu 2. Alors, le milieu 1, c'est en bas de l'interface, et le milieu 2, c'est en haut de l'interface. Alors, le milieu 1, il a son indice de réfraction, il a sa permittivité électrique, il a sa perméabilité, le 1, et ici la même chose. Le milieu il est caractérisé par son indice de réfraction N2, par sa permittivité epsilon 2 et par sa perméabilité magnétique mu2. Alors ici je considère que cette interface chargée par une distribution de charge surfacique sigma, ça c'est en coulomb par mètre carré, et O est parcouru par une densité de courant J. Dans ce sens-là, donc J et cette densité de courant c'est J. Donc une densité de courant J. Alors ici, de ce côté-là, il y a une onde électromagnétique incidente du milieu 1 vers le milieu 2. Et donc il va passer du milieu 1 vers le milieu 2. Donc cette onde-là, son champ électrique, c'est E1 dans le milieu 1.
Donc le milieu 1, on l'indique toujours par l'indice 1, et le milieu 2, on l'indique par l'indice 2. Donc le champ électrique ici, de cette onde, il arrive là, par exemple. Donc ça c'est le champ E1, et puis il sort ici dans le milieu 2, c'est E2. Donc E1 se propage dans le milieu d'indice N1 et E2, c'est le même champ, mais quand il se propage dans le milieu E2, après avoir traversé cette interface ici, entre le milieu 1 et le milieu 2. Alors, on va découper ici un contour, et ce contour-là ici, je le note le contour C, donc autour de ce point-là ici, et la surface ici, cette ligne-là ici, cette ligne, voici, elle intersecte la surface, donc transversalement. Elle intersecte cette surface-là, cette interface entre le milieu 1 et le milieu 2, transversalement. Et la partie en haut ici du contour C, elle est en haut de la surface, dans la partie en haut, c'est-à-dire dans le milieu 2. Et la partie en pointillé, C, elle est située dans le milieu d'indice N1, dans le milieu 1. Alors la longueur de ce côté-là, c'est L2. La longueur de ce côté-là, c'est L1. Et cette longueur-là, c'est L. De façon, on a L1 est égal à L2 est égal à L. Et de ce côté-là, ici, la hauteur de ce contour, c'est H. Je le note H, ou bien je le note, donc je le note H. Alors H, donc ce contour-là, c'est un rectangle de longueur L et de hauteur H. Alors je vais noter ici M2, ici N2, par rapport, c'est le point M ici, et ici ce point-là, c'est le point N2, et ici c'est N1, et ici c'est M1, et ici c'est le point M, et ici c'est le point N. C'est le point d'intersection. N et M, c'est les points d'intersection. Donc M ici, et N, c'est les points d'intersection de ce contour avec le plan, avec l'interface entre le milieu 1 et le milieu 2. Donc je vais noter ici H. Donc H, c'est cette hauteur-là. C'est la hauteur du côté du rectangle. C'est la largeur du rectangle. Alors maintenant, je vais, pour établir la première équation, j'ai besoin d'utiliser l'équation de Maxwell-Faraday qui nous dit que le rotationnel de E est égal à la dérivée partielle par rapport au temps du champ de la densité de flux magnétique. Alors ici, je vais calculer la circulation sur le contour C ici, des champs électriques E selon le contour DL. Alors DL, c'est le DL ici, c'est un élément DL de ce contour. Ça peut être ce DL ici, là, c'est un petit élément DL. Alors le EDL qui est égal à, en utilisant le théorème de Stokes, donc c'est sur la surface délimitée par le contour fois le rotationnel de E fois ds. Alors ici, ds c'est un élément de surface délimité par le contour, ce contour-là ici rectangulaire. Et ça, exactement égal, d'après le théorème, l'équation de Maxwell-Faraday est égale à moins d de b sur d de t fois ds. Alors, pour pouvoir faire les calculs, j'ai besoin de définir une base orthonormale directe. Une base orthonormée directe. Donc, je vais attacher à ce point-là ici, je vais attacher, donc définir n comme vecteur unitaire normal à l'interface. Et donc, le n ici, il est orienté du milieu 1 vers le milieu 2. Et donc, ici, je vais définir un vecteur tangent E de t
de la droite vers la gauche. Et je vais définir un vecteur unitaire EU. Alors EU, ça va être la direction de la circulation de la densité J. Donc J, ça circule dans J fois EU. Alors EU, ça va être égal à E est égal à N vectoriellement ET. Et donc EU, N, EU, ET et EU, cette base-là ici, c'est une base directe. C'est-à-dire que N vectoriellement ET, ça nous donne EU, et ET vectoriellement EU, ça nous donne N, et EU vectoriellement N, ça nous donne ET. Donc N est perpendiculaire à ET est perpendiculaire à EU, et EU est perpendiculaire au vecteur normal à l'interface entre les deux milieux qui est N ici. Là maintenant, je vais faire le calcul de ça. Donc j'ai ce côté et j'ai l'autre terme de droite. Donc ici, on connaît qu'une fois que j'ai fixé le contour ici, la surface aussi est fixée. Et donc, il est fixé par rapport au temps. Donc, il ne dépend pas du temps. Donc, je peux écrire que l'intégrale de d sur d de t de b fois ds est égale à l'intégrale de d, la dérivée partielle par rapport au temps de ds, plus l'intégrale par rapport au temps sur le même élément de surface, sur la surface délimitée par le contour ici, de b fois n fois ds. Et ça, d sur d de t. Et ça égale à 0. Pourquoi? Parce que si la surface est fixe dans le temps, du moment qu'on a fixé le contour, la surface est fixée, donc la dérivée de cet élément par rapport au temps égale à 0. Et donc, il se trouve que cette quantité est exactement égale à cette quantité ici. Et par définition, ça c'est le flux. Et donc, ça ici, puisque ça est égal à ça, et ça est égal, donc on va trouver exactement ça, c'est moins dφ sur dt. Et ça, c'est le flux magnétique. Le flux magnétique. Il ne faut pas oublier que E varie. Si E varie, il crée un B. Et donc, si B existe, on peut parler d'un flux magnétique qui traverse cette surface délimitée par le contour C. Ce contour-là, ça va de M2, N2, N, N1, M1, M, et puis ça se fait au point M2 ici. Alors, on va continuer ici en haut. Donc, je vais maintenant éclater cette intégrale. Et donc, cette intégrale-là, ça va être de M2 à N2, c'est-à-dire la circulation de E, c'est de M2 à N2 fois E2. Je suis dans le milieu 2, donc c'est E2. Donc, je travaille avec E2 maintenant ici. Donc, c'est E2 fois dN, plus de N à N1, de N2 à N1, de N2 à N E2 fois dN, plus de N à N1 fois E1, cette fois-ci dN, parce que maintenant je suis dans le milieu 1, et donc je parle du champ E1 qui se propage dans le milieu E1, plus de N1 à M1 E1 fois dN, plus de M1 à M fois E1 fois dN, et finalement plus M de M à M2 de M à M2 fois E2, cette fois-ci fois dN. Et ça est égal à moins dφ sur dt.
est égal à moins l'intégrale sur S d de B sur d de t qui est égal à moins d de phi sur d de t. C'est le flux magnétique. Voilà. Donc, maintenant, je vois très bien que je vais adopter la règle du turbo-champ. Le J, le courant J circule selon cette direction-là ici. Donc ça, c'est ma surface. Je vais la corriger ici pour qu'elle soit comme ça. Donc J, il vient selon EU. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la densité de courant J est égale à J fois EU. Donc, il vient de derrière et il vient parallèlement à ce côté-là. Donc, parallèlement à ce côté-là, donc il circule dans le sens de EU, que voici. Le EU, c'est ça ici. Alors, et maintenant, j'applique la règle du tire-bouchon. Donc, J, c'est le sens de EU. Et le EU, c'est la normale à la surface délimitée par ce contour-là ici. Donc, j'utilise la règle du tire-bouchon et donc j'oriente ma surface, mon contour dans ce sens. Donc, entre N2 et M2, c'est de la droite vers la gauche. Et entre M1 et N1, ici, c'est de la gauche vers la droite. Donc, c'est cette flèche-là et cette flèche-là, ici. Alors, ici, je vais calculer la limite de tout ça. Limite quand H tend vers 0 de toute cette quantité-là, ici. Voilà, voilà. Donc, la limite de tout ça quand H tend vers 0. Alors, quand H tend vers 0, d'en haut et d'en bas, donc M2, ce côté-là, N2 va se superposer avec le côté Mn. Et le côté M1, N1, il va se superposer avec le côté. Et donc, il n'y a plus de surface. Et donc, le flux, ça va être égal à 0. Et donc, ce côté-là, ça va être égal à 0 parce que la surface est fermée. Donc, quand je fais tendre H vers 0, le côté M2, N2, ce côté L2, il tombe sur l'interface. Et celui-là, on sait, il vient se superposer. Alors, pour qu'on travaille exactement au niveau d'interface, parce qu'on veut savoir l'équation de passage au niveau d'interface, parce qu'on n'est pas intéressé à la propagation de E dans le milieu 2 ou bien dans le milieu 1. Donc, une fois que le champ E2 se propage dans le milieu 2, il reste tel qu'il est, donc il est continu. Quand il se propage dans le milieu 1, et il est continu, donc ça ne cause pas de problème. Mais ça cause le problème au niveau de l'interface ici. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc on veut savoir comment est-ce que la composante tangentielle du vecteur E1 ici, qui est du champ électrique, de l'onde électromagnétique, comment il est par rapport à la composante tangentielle du même champ quand il se propage dans le milieu 2. Alors là maintenant, ça égale à 0. Pourquoi? Parce que la hauteur de ça égale à 0, ça veut dire que N2, N1 et M2, M1, ces côtés-là tendent vers 0. Donc ils vont égal à 0. Et donc je n'ai pas de surface. Donc ici, il faut ajouter un ds. Et je n'ai pas de surface et donc je n'ai pas de flux magnétique. Donc, puisque la surface est égale à 0, les lignes de champ ne traversent pas une surface, donc il n'y a pas de surface à traverser, donc il n'y a pas de champ, et il n'y a pas de flux. Et donc, cette intégrale-là aussi, puisque N2 et N va tendre quand H tend vers 0, N2 tombe sur N, et N1 tend sur N, donc cette intégrale-là est égale à 0. Et quand M1 tombe sur M et M2 tombe sur M, donc cette intégrale aussi égale à 0. Donc N1M, cette intégrale égale à 0. Cette intégrale égale à 0. Donc il va nous rester l'intégrale donc cette intégrale de M2 à N2, il va nous rester. Et l'intégrale de N1 à M1, ça va rester. Donc cette intégrale-là, ça va rester. Donc
L'autre ici, ça va s'annuler. Pourquoi? Parce que M2 va tomber sur M. M1 va tomber sur M. Et si N1, M1, c'est ce côté-là en bas, ça va rester. Parce que si deux côtés vont se superposer, ça existe. Alors finalement, cette limite, ça nous donne l'intégrale de M2. Donc M2 à N2, c'est en fait sur L2. Donc sur ce côté-là, L2. De E, 2 fois dl, plus de M1, de N1 à M1, c'est N1 à M1 sur L1. C'est l'intégrale sur L1 de E1 fois dl. Et ça égale à 0. Alors, donc je calcule E2 est uniforme parce qu'il s'agit d'un point, comme je viens de dire au début. Au départ, c'est que je suis au voisinage d'un point et je travaille, je regarde la continuité, la discontinuité des composantes des champs électriques au niveau d'un point. Alors, au niveau d'un point, le champ est uniforme de ce côté et le champ est uniforme de la moitié de l'autre point ici. Donc, E2 ça sort, et donc si E2 sort, il va me rester l'intégrale de dl, et L c'est L2. Plus E1, pour ceci est uniforme, ça va rester c'est L1, et donc ça égale à 0. Et comme L2 est égal à L1 est égal à L, parce que ce côté c'est L2, que voici ici, donc ça c'est N. Et ce côté-là, c'est L1 et ça, c'est L, qu'on voit ici. Donc, ce côté-là est égal à ce côté, est égal à ce côté. Donc, L2 est égal à L1 est égal à L. Et donc, je vois que L2 est orienté dans le sens de ET. Donc, je vais écrire ici si E1 fois L fois ET. OK. Et de ce côté-là, je vais écrire si E2 fois L2 et L2 ici. Donc L2 c'est plus ET. Donc c'est L fois plus ET. Plus E1 fois L. Donc E1 c'est à ce niveau-là ici. Et L1 c'est orienté dans le sens inverse du vecteur unitaire tangent ET. Donc c'est L, c'est moins ET. Et ça égale à 0. Alors je vais me trouver finalement. Je vais me trouver avec E2 moins E1 fois ET est égal à 0. Ce qui fait que ça, je peux l'écrire en introduisant le fait que la notation vectorielle, donc n vectoriellement E2 moins E1, donc ça va me donner EU. Et donc, je trouve une autre forme importante en fonction d'un produit vectoriel. Mais ici, pour le moment, je vais éclater ça. Donc, E2, c'est de E de N plus E de T moins E1N moins E1T fois ET égale à 0. Et je sais que E de N, c'est la composante normale du champ E2 qui se propage dans le milieu 2. Et E de T, c'est la composante tangentielle du champ E2 qui se propage dans le milieu 2. Et je sais que, par exemple, si N est selon Z, selon l'axe Z, donc cette composante, ça va être selon l'axe Z. Et cette composante-là, ça va être dans le plan OXY. Et donc, c'est dans le plan de l'interface. Alors, un ET fois quelque chose qui est quelque chose, donc le vecteur unitaire tangent fois un vecteur unitaire normal. Et un vecteur normal ici, c'est 0. Et ça fois ça, ça va nous donner 0. Donc, il va me rester E de T tangentiel moins E1 de T tangentiel fois ET égale à 0. Ce qui fait que, finalement, je trouve que E de T tangentiel est égal à E1 de T tangentiel. Et donc, on conclut que, ça c'est 1 ici, tangentiel. Donc, on conclut que les composantes tangentielles
des champs électriques, des ondes électromagnétiques sont contenus à la traversée d'une interface entre deux milieux différents. Quels que soient ces deux milieux, ça se passe de l'air dans un diélectrique ou bien de l'air dans un métal ou n'importe quelle interface, ça c'est vrai. Donc cette équation-là, on peut la conserver sous cette forme, comme on peut la conserver sur une autre forme n, vectoriellement E2 moins E1 égale à 0. Donc soit on la retrouve sous cette forme, ou soit on va la retrouver sous cette forme-là ici, directement. E2 moins E1, produit scalaire du vecteur tangent, dans ce cas-là qui est ici, que ce vecteur de la gauche vers de la droite vers la gauche est égal à 0. Donc on a cette équation. Et ça veut dire que seulement les composantes tangentielles, ici il y en a deux. Il y a la composante normale et la composante tangentielle. Et ici c'est la composante normale et la composante tangentielle de E1. Mais du moment que quand ce vecteur-là résultant multiplié par ET ça donne 0, ça veut dire que seulement les composantes tangentielles qui sont concernées et qui sont continues. Par contre, les composantes normales, on ne sait rien, donc on va voir dans la section qui suit comment ils sont. Maintenant, je vais calculer deuxièmement la composante normale de la densité de flux électrique D à la traversée de l'interface entre deux milieux. Donc ici, pour faire ce calcul, j'ai besoin d'utiliser l'équation de Maxwell-Gross. Et cette équation-là, c'est div de E est égal à ρ sur epsilon. Alors je vais utiliser epsilon ici, c'est pas epsilon 0 parce que je suis plus dans le vide. L'onde se propage maintenant je suis maintenant dans deux milieux différents, de permittivité différentes. Alors la permittivité ici relative est égale à la permittivité sur epsilon 0. Et la permittivité relative, on la trouve dans les tables pour chaque substance. Alors, sauf que ça me cause un problème. Quand je vais faire le calcul, cette équation-là, je ne peux pas l'appliquer que dans le vide, dans un milieu uniforme. Par exemple, de permittivité epsilon. Mais quand je travaille à l'interface entre deux milieux, je ne sais pas ce que je vais considérer, je ne sais pas quelle est la permittivité que je vais utiliser. Est-ce que je vais utiliser epsilon 1 relatif au milieu 1 ou bien epsilon 2 relatif au milieu 2. Et donc ça pose un problème. L'application de l'équation de Maxwell-Gross, ça cause un problème. Alors pour lever ce problème, donc on va faire passer epsilon de ce côté. Et epsilon E, c'est par définition D. Parce que par définition, le vecteur de déplacement électrique est égal à D fois E. Alors on va utiliser maintenant D est égal à ρ. Alors on n'a plus ce problème, epsilon il a disparu et D ne dépend plus, c'est un vecteur champ qui ne dépend plus de la permittivité du milieu. Alors pour pouvoir faire le calcul, je vais considérer une surface fermée sur la même interface. Et cette surface fermée, c'est cette surface-là ici, je vais considérer une pilule, une surface comme une pilule. La moitié de la pilule c'est en haut et l'autre moitié de la pilule c'est en bas, c'est comme un cylindre. La moitié du cylindre c'est dans le milieu N2, d'indice N2, et l'autre moitié c'est dans le milieu d'indice N1. Alors je ne peux pas charger plus cette surface comme ça, regardez, c'est encombrant déjà. Je vais prendre la même surface et la vider ici, voilà. C'est la même interface, c'est le même élément d'interface, parcouru par la même densité de courant et chargé par la même densité superficielle de charge en coulomb par mètre carré. Et ici, je vais prendre cet élément-là qui intersecte l'interface, qui passe de ce côté à ce côté.
Le même élément, je vais le représenter ici. Cet élément-là, ici, c'est cette ligne-là qui intersecte l'interface. Je la dessine, donc c'est ça ici. Et de ce côté-là, je vais dessiner entre M2 et M indice 2 et N indice 2, c'est mon rectangle ici. Et en bas ici, c'est mon rectangle, c'est le contour. Je vais cette fois-ci choisir une surface, un cylindre. Je peux choisir un parallélépipède rectangle, là ça donne le même résultat. Alors ici, la normale, c'est cette normale-là ici, je vais la conserver, c'est N ici, c'est la normale à l'interface. Donc c'est la normale à l'interface. Et j'ai mon ET de ce côté-là, et j'ai mon EU, qui vient de l'arrière du tableau vers l'avant du tableau. Alors ici, comme ça. Alors j'ai ma densité D1 qui se propage dans le milieu d'indice N1 epsilon 1, et j'ai D2 ici, donc c'est le même quand il traverse, il se trouve ici, c'est D2. Donc c'est l'induction électrique de l'autre côté, c'est le champ de déplacement électrique dans le milieu 2. Alors ici le milieu 2 c'est en haut de l'interface et le milieu 1 c'est en bas de l'interface. Et là maintenant j'ai S2 ici, c'est cette base supérieure qui bouchonne le cylindre pour que la surface soit fermée d'en haut. Et ici c'est S1 dans le milieu 1. Donc c'est la base inférieure, c'est pi r carré en fait, qui bouchonne le cylindre d'en bas. Et donc j'ai une surface fermée avec cette surface SL latérale. Et donc j'ai la surface latérale et j'ai aussi la hauteur ici, la hauteur de ce cylindre là ici, c'est exactement H, c'est exactement la hauteur de ce rectangle là ici que j'ai utilisé pour calculer la circulation du champ électrique de tout à l'heure. Alors ici je vais calculer, je vais utiliser le théorème de Gauss. Donc le flux à travers cette surface fermée de la densité de flux électrique, D fois ds, et ds c'est un élément infinitésimal de ce cylindre fermé, est égal à l'intégrale de volume de ρ fois dv. Alors ici, cette intégrale-là, ça se calcule en trois parties. Donc la première partie, c'est l'intégrale sur l'élément S2 qui se situe dans le milieu de plus l'intégrale sur la surface latérale du cylindre qui se situe sur les deux milieux. Donc ça c'est D2, ici c'est l'indice, c'est D, ici c'est DS. Sachant que ça c'est deux intégrales. La première ça concerne la moitié du cylindre de la surface latérale qui se trouve au-dessus de l'interface. Et l'autre moitié c'est D1 fois DS concernant la partie latérale en bas de l'interface. Et plus l'intégrale sur S1 de D1 fois DS. Et ça est égal à l'intégrale triple sur le volume de ρ dV. Alors ici V c'est le volume délimité par la surface du cylindre. Donc ici c'est la ρ et ici ρ c'est la densité volumique de charge en coulomb par mètre cube qui se trouve dans ce volume-là délimité par le cylindre. Je vais calculer la limite de ça, la limite de cette quantité quand H tend vers 0 de tout ça. Quand H tend vers 0, eh bien, la surface S2, le disque S2 va tomber sur ce disque-là S1, que je note S1 ici, S plutôt, et cette surface-là, c'est exactement égal à la surface de ce bouchon en haut, ce disque en haut, ou bien de ce disque S1 en bas. Et cette surface-là, ça intersecte, c'est la surface de mon cylindre qui intersecte l'interface entre le milieu 1 et le milieu 2. Quand H tend vers 0, S2 va tomber sur S. Et S1 va tomber aussi sur S. Donc ils vont se superposer, ils vont se confondre, ils vont devenir S. Et donc cette intégrale va s'annuler parce que
le flux à travers une surface latérale qui est égale à 0, c'est 0. Il va me rester seulement cette intégrale et cette intégrale. Donc, il va me rester sur S2, ça c'est N, sur S2 D2 fois ds, plus l'intégrale sur S1 D1 fois ds est égale. Alors ici, puisque le volume va se réduire à une surface, donc il va devenir une surface dont toute la charge va se trouver répartie sur le disque S ici, et donc cette densité de charge volumique va devenir une densité de charge surfacique, et donc ça va devenir sigma fois ds. Sigma fois ds sur la même surface S ici. Alors, arrivons là. On va revenir au fait que nous, ce cylindre-là, ça entoure une région où se trouve un point dans lequel je fais, je te dis la continuité ou la discontinuité de ce vecteur, le même, quand il traverse à travers ce point du milieu 1 vers le milieu 2. Donc ça, c'est quelque chose de très petit, c'est infiniment petit. Donc c'est très très petit. Donc le champ, la densité D2, elle est uniforme de ce côté-là, elle est uniforme au niveau de ce point sur S2, qui est confondu maintenant avec S. La même chose, D1, elle est uniforme de ce côté-là en bas sur S1, qui est maintenant confondu avec S. Donc D2 est uniforme, D1 est uniforme, elle sort de l'intégrale. Il va me rester D2 qui sort de l'intégrale, et donc l'intégrale de ds, ça va être S2 plus D1 qui sort de l'intégrale parce qu'il est uniforme, et donc ça va rester l'intégrale sur S1 de ds, ça va être S1 qui est égal à sigma fois S. Donc sigma c'est uniforme, c'est une constante, il sort, et donc l'intégrale de ds c'est S. Alors j'arrive à ce résultat, sigma fois S. Là maintenant, S2 c'est exactement égal à S1, exactement égal à S, parce qu'elles sont maintenant toutes confondues, ces trois surfaces. Sauf que D2 fois S2 c'est S, la normale à S c'est vers l'extérieur, c'est N. Cette fois-ci c'est S fois N, plus D1 fois S, on va ici, donc la normale à cette surface c'est vers le bas, c'est dans le sens inverse de vecteur normal unitaire N. Donc ça va être moins N, donc c'est S fois moins N, et ça est égal à sigma fois S. Donc S et S et S se simplifient, et je vais mettre N et N en évidence, il va me rester N fois D2 moins D1 égale à sigma. Voilà, je trouve cette condition-là qui est très importante. C'est l'équation concernant la composante normale du champ électrique d'une onde électromagnétique ou du champ électrique de façon générale, à la traversée d'une surface entre deux milieux d'indices différents. Alors on voit très bien qu'il est clair que N ici fois D2, ici il est orienté dans n'importe quel sens, donc il a deux composantes, une normale à l'interface et l'autre il est dans l'interface. Donc si par exemple N est selon EZ, donc la composante normale de D2, c'est-à-dire D2N, donc je vais écrire ici D2N, il va être selon Z, et D2T, ça va être dans le plan OXY qui est le plan de l'interface ici. Alors ici, la même chose pour D1, ça va être plus moins D2, D1N moins D1T. Et tout ça, ça va être fois N, ça va être égal à sigma. Et finalement, si N multiplié par 2T, puisque D de T est perpendiculaire à N, c'est 0, et D1T fois N, c'est 0, il va me rester D de N plus D de T, D de N plus D de N, moins D de N, moins D de N ici, est égal à sigma. Et donc, ce qui montre très bien que c'est les composantes normales que cette équation concerne, et cette équation nous dit que la chose suivante, c'est un théorème. Donc, la composante normale d'un champ électrique, du champ électrique d'une onde électromagnétique est en général discontinue. Et la constante de discontinuité c'est sigma. Alors on trouve cette équation là sous cette forme.
Je pourrais multiplier, si je multiplie cette égalité, c'est les termes de cette égalité-là avec le n des deux côtés, et l'égalité ne change pas. Et donc, je vais obtenir une autre équation qu'on utilise, c'est d2 moins d1 est égal à sigma fois n, qui prouve très bien que ce sont les composantes normales qui sont discontinues. Et la constante de discontinuité, c'est la densité superficielle de charge. Voilà. Alors maintenant je résume. Donc je trouve que dn fois d2 fois e2 moins e1 égale à 0. Et ça nous donne le fait que la composante tangentielle du champ électrique est continue. Ça veut dire que ça nous donne E de t est égal à E1 de t. Et la deuxième, c'est celle-là ici. Donc la composante normale du même champ électrique, c'est le même champ. Et là, une composante tangentielle et une composante normale. Et la composante normale, elle est discontinue. Là maintenant, la première remarque. Si les deux milieux, en général, en électrostatique, on veut vulgariser, on considère que le milieu 1 et le milieu 2, ils ont la même permittivité. Donc on dit que epsilon 1 est égal à epsilon 2 est égal à epsilon 0. Dans ce cas-là, je reviens à la définition de vecteur D. D c'est epsilon fois E, donc je vais étendre epsilon 0 fois E2, moins epsilon 0 fois E1 est égal à sigma fois N. Et donc je fais passer epsilon 0 de l'autre côté et on trouve que E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 fois N. Alors on trouve cette équation-là. C'est un cas particulier de cette équation-là ici, parce que ça c'est plus général, ça concerne deux milieux d'indices différents. Ici, ça concerne deux milieux qui ont la permittivité diélectrique identique. Alors la deuxième, ça c'est la remarque 1. La deuxième remarque, c'est que, remarque 2, si jamais sigma égale à 0, alors D2 est égal à D1. Donc, si la surface, si l'interface entre les deux milieux n'est pas chargée, même s'il est parcouru par un courant électrique, c'est pas grave. S'il n'est pas chargé, alors les composantes normales sont aussi continues. Donc D1 est égal à D2. Et donc, en général, si les composantes normales sont continues, du moment que les composantes tangentielles sont toujours continues, si en plus les composantes normales sont continues, donc le champ est continu, on va écrire que D2 est égal à D1, tout court. Voilà. Là maintenant, je peux appliquer ça, donc ça s'applique au niveau des condensateurs parce que c'est des milieux discontinus. Quand le condensateur est rempli d'un liquide, donc le liquide il a ses propriétés, l'armature il a ses propriétés, l'extérieur du condensateur c'est de l'air, il a ses propriétés, etc. Dans ce cas-là, j'ai besoin de ces relations-là de continuité pour évaluer E en chaque point de l'espace à l'intérieur de condensateur qu'à l'extérieur. Alors ici par exemple, mettons que j'ai un condensateur qui est chargé avec sigma, plus sigma ici, sigma est positif. Donc et de ce côté-là, il est chargé avec plus sigma. Donc deux plaques parallèles, infinies chargées avec plus sigma, hein, ou bien avec moins sigma. Alors, le champ ici, il est clair que cette plaque va créer un champ dans ce sens, et c'est là, vu que c'est chargé avec la même densité, il va créer un champ dans ce sens, et dans ce sens, et donc la somme des champs ici, c'est E égale à 0. Donc E à l'intérieur de cette plaque-là est égal à 0. À l'extérieur, j'ai E. Je veux évaluer E, donc E ici, je vais considérer si le vide, et le vide c'est comme l'air. Donc, et la permittivité du vide, c'est à peu près égal à la permittivité de l'air, c'est epsilon 0. Je peux utiliser l'équation de continuité. Donc, j'ai E
à l'intérieur ici, c'est E1, et à l'extérieur, c'est E2. Donc E à l'intérieur, il est nul. Donc E à l'extérieur, il n'est pas nul. Quelle est sa valeur? Et quelle est son orientation? Alors l'équation de continuité du champ, ça va me permettre de faire ça. La première équation, je vais choisir n dans ce sens, c'est cette normale-là ici. Et donc, du moment que j'ai choisi ça, la première, ça me donne n fois E2 moins E1 égale à 0. Ça concerne les composantes n vectorielles. Ça concerne la composante tangentielle. Ça veut dire que E2 tangentiel est égal à E1 tangentiel est égal à 0. Pourquoi? Parce que la composante tangentielle de ce champ-là est égale à la composante tangentielle de E2 de l'autre côté à l'extérieur. Donc les deux composantes tangentielles de ce champ à l'intérieur égale à 0, parce que lui égale complètement à 0. Sa composante tangentielle et sa composante normale sont toutes les deux égales à 0. Alors, puisque la composante tangentielle de E1 égale à 0, donc la composante tangentielle de E2 à l'extérieur est égale à 0, c'est la condition, c'est l'équation de continuité qui me dit ça, de façon générale. C'est elle qui me dit ça. La deuxième équation, c'est que j'ai D2, donc j'ai D2, j'ai E2, moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 fois n. Alors, ça c'est pour les composantes normales. Donc ça concerne les composantes normales. Donc, du moment que E1 est complètement nul, sa composante tangentielle est nulle et sa composante normale est nulle. Donc ça est égal à 0. Donc ce qui va me rester, c'est que E2, sa composante normale n'est pas nulle et cette composante normale est égale à sigma sur epsilon 0. Donc E à l'extérieur, E2 est égal à sigma sur epsilon 0 fois n. Alors c'est bien ça que vous avez, qu'on trouve en électrostatique quand on utilise une surface chargée de surface comme ça. Mais si on a juste une seule surface, on va trouver epsilon sur 2 est égal à sigma sur epsilon 0, 1 demi, avec un 1 demi ici. La même chose, on peut le faire avec une sphère chargée. Si on a une boule métallique chargée, dans le volume, tout excès de charge sort à l'extérieur et donc il va se trouver chargé avec une densité superficielle sigma à l'extérieur ici. Et donc le champ à l'intérieur, on sait qu'il est nul et le champ à l'extérieur, on ne sait pas comment il est. Alors on utilise la même démarche. On a ici la n vectoriellement E2 moins E1 est égal à 0, ça concerne les composantes tangentielles de E à l'intérieur et de E2 à l'extérieur de la sphère. Alors E1 à l'intérieur de la sphère, du moment qu'il est nul, donc nécessairement d'après l'équation de continuité de la composante tangentielle du champ électrique, et E de t est aussi nul. Donc E de t est égal à 1 de t est égal à 0. Donc la composante tangentielle de E1 à l'intérieur de la sphère est exactement égale à 0 et la composante tangentielle est aussi à l'extérieur nulle. Ce qui va me rester, c'est E2n moins E1n est égal à sigma sur epsilon fois n. Et n c'est la normale à la surface. Donc c'est la normale à la surface, c'est sphérique, c'est n ici, donc c'est la normale à la surface. Et donc je vais trouver la même chose, je vais trouver E de E est complètement égal à sigma sur epsilon 0 fois n. Ça veut dire que cette petite partie-là ici, ça crée 1,5 et sigma sur epsilon 0 fois n. Et le reste de la sphère, ça crée 1,5 sigma sur epsilon 0. Et donc 1,5 plus 1,5, ça me donne sigma sur epsilon 0 fois n. Et donc on retrouve, en utilisant les équations de continuité, pour le champ électrique, on retrouve les résultats pour les plans infinis uniformément chargés sans passer par le théorème de Gauss ni par la loi de Coulomb pour le champ électrique de façon générale. Donc c'est très simple en utilisant les équations de continuité. Là maintenant je vais passer au champ magnétique. Alors troisièmement, composante normale du champ de la densité de flux magnétique, de la densité de flux
de flux magnétique. Et cette densité-là, c'est B. Alors, je vais calculer le flux de B à travers la surface. On connaît de façon générale que le flux à travers la même surface ici, qui est la surface cylindrique, parce que c'est le même milieu. Donc, B fois ds est égal à 0. J'ouvre ça. Si le calcul de cette intégrale sur la surface fermée ici qui était sous forme d'une pilule, la moitié de la pilule en haut, la moitié de la pilule en bas, et donc cette pilule là se forme d'un cylindre. Alors c'est S, B, 2 fois ds pour la moitié située dans le milieu 2 parce que j'ai le champ, cette fois-ci je vais parler du champ B2, c'est la densité de flux magnétique. Et ici, je vais vous parler de B1. Parce que l'onde électromagnétique, elle est formée d'un champ électrique et d'un champ magnétique B qui oscille en phase et perpendiculairement, transversalement à la direction de propagation. Alors, ds plus sur la surface latérale de B fois ds plus sur la surface S1 fois B1 fois ds. Alors, remarquez ici, c'est S2 quand il s'agit de la surface et de la base S2. Et quand il s'agit de calculer le flux à travers la base S1 ici, c'est B1. Mais quand il s'agit de calculer le flux à travers la surface latérale qui est la couverture du cylindre ouvert, donc c'est B seulement. B ici, c'est B2 plus B1. Parce que la moitié de la surface latérale, c'est la moitié du cylindre ouvert en haut. Et l'autre moitié qui concerne B1, c'est la moitié qui est située dans le milieu d'en bas ici, le milieu 1. Alors ça, quand j'ai calculé la limite quand H tend vers 0 de cette quantité-là, et ça est égal à 0. Ça est égal à 0. Je calcule la limite de ça, je vais trouver que cette intégrale-là est égale à 0. Pourquoi? Parce que la même chose pour les mêmes raisons que tout à l'heure, H va tendre vers 0 des deux côtés, d'en bas et d'en haut. Et donc cette section S2, la base S2 va tomber sur S ici, sur la base ici qui est l'intersection avec l'interface. Et S1 va tomber ici, et donc la surface va être égale à 0. Il n'y a pas de flux, donc ça est égal à 0. Ce qui va me rester, ça va me rester B2 fois ds sur la base S2 plus B1 fois ds sur la base inférieure S1 égale à 0. Et finalement, B2, je suis au niveau d'un point, je fais le calcul au niveau d'un point, donc c'est uniforme. Donc j'ai un élément infinitésimal ds2 et j'ai un S1 infinitésimal, donc le champ B est uniforme, B2 est uniforme sur S2 qui est ici, et B1 est uniforme sur S1 qui est de l'autre côté. Donc B2 et B2 sortent, donc ce qui va me laisser B2 et ds, ça va être S2. L'intégrale de ds sur S2, c'est S2, plus B1 fois S1, ça est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Et puis maintenant, S2, c'est S, c'est exactement égal à S. Donc, c'est B2 fois S fois N, plus B1 fois S fois moins N. Et ça est égal à 0. Alors je vais mettre en évidence n, et donc c'est ce que je vais trouver que c'est n fois S2 moins fois B2 moins B1 égale à 0. Donc les composantes, donc c'est le produit scalaire ici, donc je trouve que les composantes normales du champ de la densité de flux magnétique sont continues. Donc tout à l'heure, nous avons trouvé que les composantes tangentielles du champ électrique sont continues. Maintenant, ce sont les composantes normales du champ de la densité de flux magnétique qui sont continues. Alors, on trouve ça sous cette forme-là ici. Sinon, on doit oublier ça. Donc, voici la forme habituelle qu'on retrouve dans les bouquins de physique. Et donc, n fois B2 n plus B2t
moins B1N moins B1T tangentiel égale à 0. Et n fois quelque chose qui est perpendiculaire tangent, c'est perpendiculaire, donc c'est 0. Et n fois quelque chose qui est tangent, c'est 0. Et donc ça va me rester B2N moins B1N est égal à 0, ce qui fait que B2N est égal à B1N. On voit c'est l'équation de continuité. Alors ici, cette équation-là, c'est très importante, cette forme-là. Ça nous dit que la composante plutôt du champ, de la densité de flux magnétique à la traversée d'une surface entre deux milieux différents est continue. Donc on peut l'utiliser à volonté. Donc on peut écrire que B indice 2n est égal à B1 indice 1n. On va l'utiliser à volonté. On peut l'utiliser dans toutes les situations. Donc ça marche toujours. Là maintenant il nous reste le dernier cas. C'est la composante tangentielle. Quatrièmement, étude de la continuité de la composante tangentielle du champ magnétique H. Alors ici, on va utiliser l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, vectoriellement B est égal à mu fois J plus mu fois epsilon d de E sur d de T. Alors, on voit très bien que ça pose un problème. C'est la même chose que l'équation de Maxwell-Gauss de tout à l'heure. On ne sait pas, est-ce qu'on va, parce que maintenant on travaille sur deux milieux, le milieu 1 et le milieu 2. Donc, on travaille à l'interface. Quand on veut étudier la continuité de la composante tangentielle du champ magnétique au niveau de l'interface entre deux milieux. Quand ça passe d'un milieu d'indice N1 à un milieu d'indice N2. Donc les deux milieux sont différents. Alors ça nous pose un problème. On ne sait pas est-ce qu'on peut utiliser la perméabilité magnétique du milieu 1 ou bien du milieu 2. Est-ce qu'on peut utiliser la permittivité électrique du milieu 1 ou bien du milieu 2. Donc c'est pour cette raison on va passer ça ici. Et on va passer ça ici, ça va devenir mu. Et ça ici, on va le faire entrer ici. Donc avec cette modification-là, on peut avoir que si mu fois b, donc plutôt, on va la diviser ici. Donc on va la passer au dénominateur, c'est mu b sur mu 0. Et ça est égal à j plus, et ça on va le faire entrer là-bas. Donc c'est epsilon fois E divisé par T. Ça, c'est par définition D, et ça par définition, c'est le champ magnétique. Et donc, on va se retrouver avec H, le rotationnel de H est égal à la densité de courant qui circule dans ce cas-là selon le vecteur EU, plus D de D sur D de T. Voici l'équation que nous allons utiliser maintenant. On va calculer la circulation du champ magnétique le long de ce contour, ça ici. Alors, la circulation, donc on va l'écrire ici. La circulation selon le contour ici, le même contour parce qu'on utilise la même interface depuis tout à l'heure. Pour les 4 cas, on utilise la même interface. H fois dl, et dl c'est un élément infinitésimal de ce contour C fermé qui est rectangulaire ici, est égal, d'après le théorème de Stokes, sur rotationnel de H sur la surface S ouverte, s'appuyant sur le contour C ici. Et la meilleure surface ici, le meilleur de cas, c'est la surface du rectangle, de ce rectangle-là ici. C'est la surface délimitée par ce rectangle-là ici. Et fois ds. Et l'élément ds ici, il est orienté selon EU. Donc l'orientation de cet élément-là, c'est EU, c'est pas N. N, ici le vecteur unitaire N, c'est le vecteur normal à l'interface entre le milieu 1 et le milieu 2. Alors il ne faut pas mélanger les choses. ds ici, il est orienté par EU. C'est par le vecteur unitaire EU de la base N, ET, EU. Et ça est égal, ça va être égal exactement
Ça va être égal exactement, je reprends les choses ici. H, la circulation de H fois dl sur le contour C est égal, d'après le théorème de Stokes, au flux de rotationnel de H à travers la surface délimitée par le contour C, qui est une surface ouverte. Et ça est exactement égal, parce que la rotation de H est égale à ça d'après l'équation de Maxwell-Ampère. Et ça, c'est égal au flux de J fois ds, c'est le flux de la densité de courant, plus le flux de la dérivée par rapport au temps, de la dérivée partielle par rapport au temps, fois ds. Alors ici, c'est la même chose ici que tout à l'heure. J'ai d sur d de t de S de flux de la densité de vecteur D fois ds, c'est exactement égal à sur S de D sur D de T fois ds plus l'intégrale sur le S de D fois D sur D de T de ds. Alors on voit très bien ici que c'est comme j'ai une fonction f fois g, donc f fois g', c'est f' fois g plus f fois g'. Donc f' fois g, et ici c'est f fois g'. Alors du moment que le contour est fixé, la surface OC est fixée, donc elle ne dépend pas du temps, donc ça égale à 0. Et donc finalement je trouve que le flux, ça c'est la dérivée du flux électrique cette fois-ci, et ça c'est égal à d sur d de t du flux électrique. C'est pas le flux magnétique, c'est le flux électrique ici. Alors, et ça c'est exactement égal, donc j'efface tout ça, et ça c'est exactement égal à d sur d de t de d fois ds. Alors je passe des dérivés partiels aux dérivés droits d'après ce que je viens de démontrer ici. Et ça, c'est exactement égal à d de flux électrique sur dt. Tout à l'heure, il s'agissait dans le théorème de Maxwell Faraday du flux magnétique, mais ici c'est le flux électrique. Alors c'est ça. Alors maintenant, quand j'ai fait ça, je vais faire la limite quand H, donc je vais l'écrire ici, la limite quand H tend vers 0, c'est-à-dire la hauteur ici, la hauteur de ce rectangle quand il tend vers 0, de HDL, de la circulation de H fois dL sur le contour C, cette limite-là est égale à la limite quand H tend vers 0 de ça, de D sur D de T de D fois ds. Alors ici, ça c'est ds. Alors je vois très bien que quand H tend vers 0, je vois très bien que ce côté-là, N2 tombe sur Mn, et N1, M1 vient se superposer à ce côté-là, donc il n'y a plus de surface, la surface est nulle, et donc j'ai plus de flux, donc mon flux est égal à 0. Donc je vais trouver avec HDL. Mais il faut ajouter ce terme-là ici, plus l'intégrale sur S de JDS, la limite quand H tend vers 0 de JDS. Alors, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Ce terme-là est nul, parce que le flux électrique est nul, parce que la surface est fermée, parce qu'on n'a plus de surface quand c'est de ce côté, et ce côté inférieur vient se superposer sur le côté Mn. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste cette intégrale et cette intégrale. Donc, cette intégrale-là ici, ça va, je vais l'ouvrir. Donc, c'est de M2 à N2 fois H dL plus de N2 à N de H2 de dL. H indice 2 parce que je suis dans le milieu 2. Donc ici c'est H2, ce vecteur-là ici, et ce vecteur-là ici qui arrive, qui se propage dans le milieu d'indice 1, c'est H1. Alors plus
de N2 à N, et plus de N à N1, de N à N1, de H1 fois dL, plus de N1 à M1, H1 fois dL. Pourquoi j'utilise H1? Parce que maintenant je suis dans le milieu 1, parce que le côté N1, M1 se situe dans le milieu 1, plus de M1 jusqu'à M fois H1 fois dL, plus de M jusqu'à M2, de M jusqu'à M2, de H2 cette fois-ci, fois dL. Pourquoi M à M2? Parce que M à M2, ce côté-là, est situé comme N2, comme N2, M2, dans le milieu 2, dans lequel H2 se propage. Et ça est égal, alors la limite quand H tend vers 0 de J, donc quand H tend vers 0, ce rectangle, ça va devenir une ligne. Mais de l'autre côté, j'ai un ruban. C'est un ruban, l'équivalence de ça de l'autre côté, c'est un ruban. Et ce ruban-là, il a une superficie, et puis il a une largeur. Donc ici, J va tendre de J, de la densité de courant volumique, ou bien c'est le courant volumique, il va devenir une densité de courant surfacique. Et donc, ça va devenir JS. JS. Donc ici, c'est J sans S. C'est la densité de courant en ampères par mètre carré. Mais ici, c'est la densité de courant en ampères par mètre. Et DS va devenir DL. Mais le DL ici, le d'élément DL, c'est un DL spécial. Dans le sens où le DL ici, c'est orienté comme DS. C'est orienté selon EU. Et pas de DL selon ET, mais selon EU. Pourquoi? Parce que c'est une surface unitaire. Et se comporte comme une surface unitaire. Alors, le J ici, c'est en ampères par mètre carré. Et cette densité de courant volumique, il se déplace dans le volume, du milieu 2 et le milieu 1. Mais quand il se déplace de l'arrière du tableau, présentement, vers l'avant du tableau, selon EU. Et donc, le courant électrique I qui circule de l'arrière du tableau vers l'avant du tableau selon EU, c'est I. Et I divisé par la surface qui est L fois H, c'est J. C'est cette densité. Donc, c'est en ampères par mètre carré. Donc, N fois H, c'est le volume du parallélépipède dans lequel le courant circule de l'arrière du tableau vers l'avant du tableau selon EU. Mais là maintenant, quand H tend vers 0, donc il me reste, tout le courant circule selon une bande. Comme le scotch, comme si je prends le scotch, un ruban du scotch et je l'ouvre. Et donc ça circule sur un ruban comme ça. Ou bien si vous prenez le papier aluminium, le rouleau de papier aluminium dans lequel on fait l'emballage des aliments pour que ça reste chaud, par exemple, ou bien pour les cuire dans un four, vous ouvrez ce rouleau et ça va devenir une feuille de papier d'aluminium qui est lent. Donc il n'a pas d'épaisseur, mais c'est lent. C'est lent. Donc si le courant circule dans ce papier d'aluminium, quand on l'allonge, ça va devenir comme un ruban. Et donc il n'a pas de volume, mais il a une surface. Il a une longueur et il a une surface. Donc le courant circule, et présentement ici, il circule comme ça. Donc il circule selon EU. Donc il circule dans le ruban. Donc le papier aluminium, il n'a pas un volume, mais il a une longueur, une largeur. Et la normale à cette largeur-là, c'est la normale à DL ici. Donc c'est EU. Et ce n'est pas ET. Donc je souligne ça. Donc DL ici, ça va être égal à JS. Donc sur L. Et donc ça va être égal à JS. À JS fois L fois EU. EU. Vous voyez? Et c'est plus EU. Plus, pourquoi? Parce que le courant, on suppose qu'il circule selon plus EU dans le ruban. Donc, dans ce ruban-là, ce n'est plus surfacique. Alors ici, on voit très bien que le J ici, le J surfacique, ça va devenir I divisé par L. Et donc, ça va être en ampères par mètre. Donc, son unité,
c'est l'ampère par mètre et ce n'est pas l'ampère par mètre carré. Là, c'est le courant, la densité de courant superficielle ou bien c'est la densité de courant surfacique. Par contre, ici, c'est la densité de courant volumique. Là, maintenant, je pourrais continuer. Ce terme-là, j'ai fini avec. Donc, ce terme-là ici, j'ai fini avec. Donc, c'est JS fois L fois EU. Avec GS ici, avec GS, c'est JS fois EU. Et donc, c'est I sur L fois EU. Et donc, c'est comme ça, et c'est par définition, JS, la densité de courant volumique, c'est I sur L. Alors, L ici, c'est orienté dans le sens longitudinal, dans ce sens-là longitudinal. Même si L est transverse, mais c'est le sens de L, c'est le sens de la densité de courant dans le ruban, dans ce ruban-là qui est découpé de l'interface entre les deux milieux. Là maintenant, il reste l'autre. La limite de ça, donc là, il faut calculer la limite de ça quand ça tend vers 0, donc de tout ça ici, jusqu'ici. Alors la limite, c'est déjà calculé ici. Donc il reste à calculer la limite. Quand h tend vers 0, eh bien, ce côté va tomber ici, ce côté va tomber sur ce côté Mn, et donc ils seront confondus. Et donc N2, N, ça va égal à 0, et N, N1 c'est 0, et M1, M c'est 0, et M, N2 c'est 0. Donc ça c'est 0. Donc ça c'est 0. Ça va rester, ça c'est 0, et cette intégrale c'est 0. Donc il va me rester H2 fois dl, et L c'est orienté dans ce sens, c'est L fois L2, et donc L2 c'est égal à L fois UT, fois UT, plus H1 qui est ici, fois L de ce côté-là ici, c'est L1, et L1 c'est L fois moins UT. C'est L fois moins U, ET. Et ça est égal à JS fois N fois EU. Alors là maintenant, je vais écrire ça. Donc c'est H2 moins H1 fois ET fois ET est égal à JS fois L fois EU. Et le L il va partir ici, et là, donc il va me rester fois EU. Alors, EU, ici, EU, c'est quoi? EU est égal à N vectoriellement ET. Donc je pourrais écrire ça. Donc H2 moins H1 est égal, fois ET est égal à JS fois N vectoriellement ET. N vectoriellement ET. N vectoriellement ET. Et je peux faire une circulation, donc une permutation circulaire permise par le produit mixte entre le produit scalaire et le produit vectoriel ici. Et donc JS va prendre la place de N, N va prendre la place de ET, et ET va prendre la place de J. Ce qui va me donner ET fois JS vectoriellement N. Et là, je vais trouver H2 moins H1 est égal fois ET est égal à ça. Et donc ET se simplifie et me reste l'équation que je cherche. Alors je tombe sur l'équation que je cherche. Je vais trouver H2 moins H1 est égal à JS vectoriellement N. Alors c'est ça, et GS vectoriellement N c'est selon ET, et donc parce que GS, j'ai dit tout à l'heure GS avec GS, si GS c'est la densité de courant superficielle en ampères par mètre fois EU. Donc on voit très bien que EU vectoriellement N ça donne ET, et donc c'est GS fois ET. Et donc, je vois très bien que ça concerne les composantes tangentielles
du champ de la densité, du champ électrique, du champ plutôt magnétique. Alors, une autre forme, arrivant à ce stade-là ici, je vais laisser GS fois E, U. Donc, comme tout à l'heure, ce que je vais faire, je vais remplacer ET. Je vais remplacer ET par EU vectoriellement N. Donc, je vais faire H2 moins H1 fois ET. C'est ET ici, c'est EU vectoriellement N. C'est EU vectoriellement N qui est égal à JS, qui est égal à JS fois EU. Produit scalaire fois EU. Alors, on voit très bien que ça, c'est déjà un scalaire. GS fois EU, c'est GS. Donc, on peut déjà considérer ça comme un scalaire. Mais il y a un danger, il ne faut pas faire ça parce que GS est dans un sens et H2, H1 est dans un sens perpendiculaire à GS. Alors, ça ici, je vais faire une permutation circulaire de ça, et ça ici, et ça ici. Et après, ça va me donner N fois H2 moins H1 vectoriellement EU est égal à JS fois EU. Ensuite, je vais faire une deuxième permutation, une deuxième fois la permutation circulaire. Donc ça vient ici, et ça vient ici, et ça vient ici. Donc je vais trouver EU, et N va prendre la place, c'est N vectoriellement H2 moins H1. Et ça est égal à JS fois EU. Donc le EU, il s'en va avec le EU, il va me rester N vectoriellement H2 moins H1 est égal à JS. Alors ça, c'est la deuxième forme. C'est la même forme que cette forme-là ici. Soit que vous trouvez cette forme, ou soit que vous trouvez cette forme-là ici. Alors, cette équation-là, cette quatrième équation, ça nous dit que la composante tangentielle du champ magnétique n'est pas continue. Remarque 1. Si, en général, tous les matériaux ont la même perméabilité, la plupart des matériaux, je veux dire, ils ont la même perméabilité comme celle du vide. Parce que les ondes électromagnétiques les pénètrent. Donc leur perméabilité, c'est les pénètrent comme le vide. Et donc leur perméabilité, c'est comme le vide. Alors, de ce point de vue, donc si je prends celui-là ici, donc je vais trouver que à H2, par définition H, c'est B sur mu. Alors H2, ça va être B2 sur mu 0 moins B1 sur mu 0 est égal à JS vectoriellement N. Et donc je vais trouver que B2 moins B1 est égal à mu 0 fois JS vectoriellement N. Alors ça, c'est une équation, c'est un cas particulier qu'on rencontre parfois dans les bouquins de génie physique. Et ça concerne juste quand les milieux ont la même perméabilité. Sinon, il faut considérer cette équation-là, ou bien celles-là sont identiques. Donc il faut les considérer. La deuxième remarque, c'est que quand JS est égal à 0, il n'y a pas de courant. Alors B2 tangentiel est égal à B1 tangentiel. Donc, ou bien, de façon générale, H2 tangentiel est égal à H1 tangentiel. Alors, on va trouver que maintenant que le champ magnétique est continu, parce que sa composante tangentielle est continue, parce que GS égale à 0, parce que sa composante normale est continue. Donc, si les deux composantes sont continues, identiques, en passant du milieu 1 au milieu 2, donc le champ magnétique est continu. C'est ça. Et j'aimerais faire une remarque beaucoup plus importante que ça. Alors, c'est que parfois les gens confondent la densité de flux magnétique qui est B avec la densité, avec le champ magnétique H. Là, ici, l'équation de continuité ici, on ne peut pas le remettre en question pour tous ces gens-là
qui confondent entre le champ magnétique et la densité de flux magnétique. Alors, cette équation de continuité-là, JS, du moment que JS est en ampères par mètre, donc l'unité de H, c'est aussi en ampères par mètre. Donc, c'est l'unité du champ magnétique. Alors que B est la commune unité, le Tesla, et le Tesla, c'est un Weber par mètre carré. Et donc, le Weber, c'est l'unité de flux. Et donc, B, c'est le flux, c'est la densité de flux magnétique. Par contre, H ici, c'est le champ magnétique. Regardez, il a la même unité que la densité, que la densité superficielle du courant électrique. Et ça, c'est en ampères par mètre. Donc, c'est homogène. Si on fait l'étude dimensionnelle, on va trouver qu'ils ont les mêmes dimensions. Donc, H, elle a la même dimension que la densité de courant superficielle ou bien surfacique. Et donc, c'est l'unité en ampères par mètre. Alors, pour le champ électrique, nous avons établi que E2 moins E1 pour les composantes tangentielles fois ET est égal à 0. Alors ça, on peut l'écrire en disant dans la base, donc dans notre base N ET EU, on peut réécrire ça en disant que ça, c'est équivalent à E2 moins E1 fois ET. ET, c'est EU vectoriellement N. Alors, je vais faire la permutation circulaire, la permutation circulaire permise par le produit mixte entre le produit scalaire et le produit vectoriel. Et je vais le faire deux fois, et donc je vais obtenir N vectoriellement fois scalaire, E2 moins E1, ça va prendre la place de EU, vectoriellement EU. Et je le fais une deuxième fois. Je fais cette permutation circulaire une deuxième fois, je vais obtenir que c'est EU fois N vectoriellement E2 moins E1. Et ça est égal à 0. Toujours ça est égal à 0. Donc EU est différent de 0. Donc c'est N vectoriellement E2 moins E1. Qui est égal à 0. Alors cette équation-là qui concerne les composantes tangentielles du champ électrique, c'est équivalent à ça, c'est la même. Donc on voit très bien que ça, on peut l'écrire ici. N vectoriellement E2 moins E1 égale à 0. Avec un vecteur, bien sûr. Ça, c'est la première équation, c'est la première condition, c'est la première relation de passage qui concerne la continuité des composantes tangentielles des champs électriques. On dit que cette équation-là nous dit que la composante du champ électrique est continue à la traversée d'une surface, d'une interface qui sépare entre deux milieux différents. Alors, la deuxième que nous avons trouvé, c'est D2 moins D1 est égal à sigma fois n. Donc c'est la densité de charge superficielle en coulombs par mètre carré. Et ça concerne les composantes normales, vu que j'ai ici la projection selon n, selon la perpendiculaire à l'interface qui sépare les deux milieux. Alors ça, si je multiplie ça de part et d'autre, si je multiplie les deux membres de cette égalité par le vecteur normal n une autre fois, je vais obtenir n fois d2 moins d1 est égal à sigma. Alors cette équation-là, on la retrouve aussi pour le champ d'induction électrique ou bien le champ de densité de flux électrique. Ça concerne, ça dit que le champ, la densité de flux électrique subit un saut
un saut est exactement égal à sigma, à la densité superficielle. Si sigma est égal à 0, on a ça est continu, on a ça est continu, donc le champ électrique est continu. La troisième condition de passage, ça concerne le champ magnétique B2 moins B1 fois N est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à N fois B2 moins B1 fois B2 moins B1 est égal à 0. Donc, c'est la même chose, c'est le produit scalaire cette fois-ci. Et on voit très bien que les composantes normales du champ magnétique à la traversée d'une surface entre deux milieux différents est égale à 0. Ça veut dire que la composante normale est continue. Donc, cela, on écrit en général B de N est égal à B à N. Donc, pas de problème. Et ici, la même chose, on écrit pour cela ici, E de T est égal à E N T. Donc, on dit que les composantes tangentielles du champ, ils sont continues. La quatrième équation, c'est H2 moins H1 est égal à JS vectoriellement N. Et ça, nous avons vu qu'on peut faire la permutation circulaire. Donc, au lieu de travailler directement, au lieu d'arriver à ça, nous avons démontré précédemment que ça, c'est exactement égal à N vectoriellement H2 moins H1 qui est égal à JS. Donc, on a les quatre équations. Ça, c'est les équations ici qu'on rencontre toujours. Donc, cette équation-là, ces équations-là ici, donc, on les rencontre en général. Voilà. C'est les quatre équations de passage, ou bien ça s'appelle les relations de passage, ou ça s'appelle aussi les conditions de passage, qu'on trouve après avoir fait l'étude des conditions aux limites entre deux milieux différents quelconques. Ou bien on peut le trouver sous cette forme-là ici, sous cette forme. Alors ici, cette forme, c'est la même chose, c'est équivalent, là c'est la même. Cette forme-là et cette forme, c'est la même. Cette forme et cette forme est la même, et cette forme est... Alors regardons que le produit vectoriel ici, ça concerne les composantes tangentielles du champ électrique et du champ magnétique, et le produit scalaire N, ça concerne les composantes normales de la densité de flux électrique et de la densité de flux magnétique. Et la même chose ici, c'est symétrique, on voit très bien que les relations sont symétriques. On utilisera ces équations, ou bien ces équations-là à volonté, et ça marche toujours, c'est comme des théorèmes et c'est général. On va passer à un autre aspect, on va étudier